Bon, on devait partager cet atelier avec un collègue tunisien qui devait parler d'une partie de l'atelier, notamment les mycoses agressives. Puis pour des raisons particulières, il n'a pas pu avoir son visa, donc il n'est pas là. Donc cet atelier va être amputé d'une partie de son contenu, je m'en excuse pour lui. Et on va donc se cantonner essentiellement sur les otites externes nécrosantes. Et puis on pourra parler, si vous voulez bien, si on a le temps, et puis si vous souhaitez parler des mycoses, des otites externes mycosiques, qui devraient être prises en charge par mon collègue tunisien. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors l'otite externe nécrosante était appelée auparavant otite externe maligne en raison de la gravité de l'affection. C'est une ostéite de la base du crâne dont le point de départ est le conduit auditif externe. Son évolution peut être grave pour pouvoir mettre en jeu le pronostic vital. Alors c'est une affection qu'on continue d'ailleurs à appeler otite externe maligne en raison justement de ses caractéristiques, et donc on l'appelle indifféremment otite externe maligne ou otite externe nécrosante suivant les praticiens. La première description des otites externes malignes a été faite en 1883, donc ça fait quand même plus d'un siècle et demi que ça a été décrit pour la première fois, mais les premières descriptions cliniques et biologiques d'une ostéomyélite apiostanique ont été faites en 1959. Le premier travail sur l'otite externe maligne a été présenté en 1968 à propos de 13 otites externes malignes chez des diabétiques. Et la première dénomination otite externe nécrosante a été faite en 1973 par un Américain qui s'appelait Evans. Alors sur le plan épidémiologique, qu'est-ce qu'on peut dire de cette pathologie? C'est vrai que c'est une infection qui est rare, quoique de plus en plus fréquente depuis quelques années. Au début de ma carrière, on en voyait une tous les 5 ans, dans les années 70, et actuellement on en voit une dizaine par an. Et dans le service que j'occupe, que je dirige depuis un peu plus de 20 ans, on a dénombré environ 37 cas en 10 ans, ce qui vous donne un petit peu une idée de la fréquence, qui n'est pas élevée, mais enfin qui est quand même préoccupante parce que les cas sont très souvent difficiles à prendre en charge et peuvent présenter des complications parfois très graves. Il était d'usage de considérer l'otite externe maligne comme étant l'apanage des diabétiques. En fait, ce n'est pas le cas. C'est vrai que la plupart des patients atteints de cette pathologie sont diabétiques, mais pas que. On peut la retrouver chez un sujet qui n'a absolument aucune pathologie, absolument aucun antécédent. Mais c'est vrai que le diabète est une pathologie qui favorise l'apparition de ce type de maladie. Alors sur le plan de l'âge, c'est vrai que c'est une affection qui atteint essentiellement le sujet âgé, au-delà de 70 ans, mais elle n'épargne pas les jeunes. On la voit assez régulièrement chez les patients de 50 à 70 ans. On la voit très rarement chez les enfants. Quelques cas ont été décrits dans la population pédiatrique. Il s'agit essentiellement d'enfants qui ont des déficits immunitaires acquis ou secondaires à des hémopathies. Sur le plan du sexe, on relève quand même une prédominance masculine et ceci est attribué à l'alcalinité plus importante du conduit auditif chez l'homme par rapport à la femme, et ce qui fragilise davantage la peau du conduit auditif et la rend plus sensible aux différentes infections. Le diabète, il est retrouvé dans de très nombreux cas, suivant les séries entre 65 et 90% des cas, majoritairement des diabètes de type 2. Alors sur le plan physiopathologique, quelle est l'explication qu'on peut retenir dans la pathogénie de ces infections? D'abord, on incrimine un défaut de médiation des polynucléaires neutrophiles dans le conduit auditif externe par défaut de chimiotactisme, c'est ce qu'on voit régulièrement chez les sujets âgés, ce qui fragilise donc l'éclosion et la diffusion des infections du conduit auditif externe. La microangiopathie, je crois que c'est l'élément le plus important, en particulier chez le diabétique, qui diminue l'afflux vasculaire et donc qui diminue les défenses du conduit auditif et le rend donc plus vulnérable aux différentes infections.
Et enfin, la modification du pH du conduit auditif vers l'alcalinité, on en avait parlé chez le sujet de sexe masculin, cette alcalinité favorise la pullulation microbienne et donc l'apparition de ce type de pathologie. Alors, un facteur déclenchant est fondamental, il est important à rappeler, c'est la rupture de la barrière cérumineux-épithéliale. Alors, vous savez tous qu'il existe au niveau de la peau du conduit auditif externe une espèce de film protecteur qui est à la fois bactéricide et fungicide, qui permet de protéger le conduit auditif externe de toute la flore saprophyte qui existe dans cet endroit. Et cette rupture de cette barrière va justement permettre l'effraction et la pénétration de certains germes. C'est ce qui est d'ailleurs à l'origine de toutes les otites externes que l'on rencontre après des microtraumatismes, après des baignades, etc. Et c'est ce qu'on voit au cours de l'ablation de bouchons de cérumen par des manœuvres intempestives, par un lavage d'oreilles. C'est ce qu'on voit également chez les sujets qui portent des prothèses auditives dont la compression va entraîner des ischémies localisées et une rupture justement de cette barrière cérumino-épithéliale, ou bien des traumatismes auto-infligés avec des cotons-tiges, qui est un instrument qui est très largement utilisé par la population pour l'hygiène des oreilles. Alors, comment va se propager cette infection? Elle va se propager de proche en proche, essentiellement par les fissures de Santorini, qui sont une fissure qui existe entre à la jonction os du conduit, cartilage du conduit. Alors, il y a une fissure dans laquelle vont pénétrer les germes en question, et à partir de là, l'infection va diffuser dans toutes les structures avoisinantes, qu'il s'agisse de l'articulation temporomandibulaire, des espaces parapharyngés, de la mastoïde, canal facial, méninge, etc., etc. Ce qui explique justement la variété de la symptomatologie, l'évolution qui peut être défavorable avec toutes les complications possibles et imaginables dans cette pathologie, et nous verrons ça dans l'évolution clinique. Alors, sur le plan clinique, finalement, une otite externe maligne va débuter comme une otite externe banale, c'est-à-dire des symptômes aspécifiques qui sont faits de douleurs, parfois une hypoacousie, souvent une otorrhée, mais rien de bien particulier qui puisse s'orienter d'emblée vers une otite externe nécrosante. C'est pour ça d'ailleurs que le diagnostic est très souvent fait très en retard, au-delà de 3-4 semaines. C'est d'ailleurs ce qui fait un petit peu la gravité de cette affection, parce que quand on fait le diagnostic, l'évolution est déjà très avancée. Alors, ce qui est important à considérer, c'est que ce sont généralement des patients qui n'ont absolument aucun antécédent otitique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas d'otite chronique, qui n'ont jamais posé de problème, qui n'ont jamais fait d'otite ni dans l'enfance ni à l'âge adulte, et qui vont présenter au décours d'un lavage d'oreille, après l'ablation de sa prothèse auditive, lors d'un grattage intempestif de l'oreille. Ces patients vont présenter d'abord une otalgie, qui va être au départ tolérée, puis ensuite qui va être de plus en plus importante, puis ensuite il y aura une apparition d'une otorrhée, qui est généralement n'a pas de caractère particulier, d'une hypoacousie qui est à mettre sur le compte de l'otorrhée, qui va obstruer le conduit auditif externe. Alors sur le plan général, il y a très peu de signes. L'hyperthermie, elle peut se retrouver, mais elle n'est pas particulièrement importante. Et ce qu'on note souvent, au bout de quelques jours d'otalgie, c'est l'irritabilité, l'insomnie. Les patients commencent à être un petit peu énervés. En fait, pour résumer tout ça, c'est un tableau d'otite externe traînante qui résiste après 10-20 jours d'un traitement normalement bien conduit, un traitement local. Vous savez que le traitement de l'otite externe est un traitement généralement local, à base de gouttes antibiotiques, corticoïdes. Dans certaines situations, on administre des antibiotiques par voie générale, mais dans ces cas justement particuliers, les résultats sont complètement décevants et l'évolution continue à
se faire. Et donc, il faut, devant une otite externe comme ça qui traîne au-delà de 2 à 3 semaines, il faut se méfier de la possibilité justement d'une otite externe nécrosante. À l'examen, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve pas grand-chose, on retrouve une inflammation périauriculaire, mastoïdienne ou parotidienne quand l'affection a commencé à diffuser, un conduit auditif externe très inflammatoire, parfois sténosé, et une otorrhée plus ou moins importante. Alors le tympan, quand on arrive à l'apercevoir, est généralement normal, ou parfois un petit peu épaissi, mais c'est un épaississement, c'est une myrénsite réactionnelle à l'otorrhée. Et ce qui est très important justement dans cet examen clinique, et qui doit attirer l'attention du praticien, c'est l'existence d'un tissu de granulation polypoïde à la jonction os-cartilage, de siège inférieur. Il est pratiquement retrouvé, voici donc les photos de ce tissu de granulation, il est pratiquement retrouvé dans la quasi-totalité des cas. Donc lorsque vous voyez ce type d'image dans le cadre d'une otite externe au-delà de la 2e, 3e semaine, il faut vous méfier parce que ça peut être l'évolution, le début d'une otite externe maligne. Donc vous voyez ici les différents aspects avec cette masse polypoïde qui est externe, hein, qui n'est pas du tout attenante au tympan et qui est à la jonction os-cartilage. Alors l'examen clinique va continuer par, quand on voit justement cet aspect et qu'on a notre attention attirée vers ce diagnostic, il faut essayer de voir s'il n'y a pas déjà une extension. Donc on fera rapidement un examen de différentes paires crâniennes, faciales, les nerfs mixtes, etc., etc. Et lorsqu'il y a justement une atteinte crânienne, d'un nerf crânien, au décours d'une otite externe, on est pratiquement certain qu'il s'agit d'une otite externe nécrosante. Donc il faut faire très vite, faire le diagnostic et puis commencer la thérapeutique au plus tôt pour éviter justement la diffusion de l'infection et l'apparition de complications qui peuvent aller très loin. Donc voici en résumé la base du crâne dans laquelle peut diffuser justement cette otite externe maligne lorsqu'elle traverse les fissures de Santorini, qu'elle diffuse dans l'oreille moyenne, etc., etc. Donc ça peut atteindre pratiquement toutes les paires crâniennes. Évidemment, quand ce tableau est suffisamment ancien, il faut essayer de dépister les différentes complications, thrombose vasculaire, vertiges qui peuvent apparaître parce qu'il peut y avoir justement une extension de l'infection vers l'oreille moyenne et atteinte des canaux semi-circulaires, avoir une méningite, mais enfin là il y a quand même des symptômes qui permettent d'évoquer ce type de complications, abcès cérébral, etc., etc. Alors sur le plan biologique, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même un examen qui est intéressant, qui a été relevé par pas mal d'auteurs, qui a été décrié par beaucoup d'autres, et je pense qu'il faut y accorder quand même une certaine importance. C'est la VS. La VS est un examen qui est très simple et qui, dans notre expérience, est un marqueur intéressant, d'abord pour le diagnostic de l'otite externe maligne et surtout pour l'évolution, parce qu'on a constaté que la normalisation et les chiffres, la baisse des chiffres de l'AVS était corrélée à une évolution favorable. Et d'ailleurs, pas mal d'auteurs français, en particulier Géano, qui a beaucoup travaillé sur l'otite externe nécrosante, ont considéré que l'AVS était un élément qu'il fallait absolument prendre en considération, malgré la réticence de nombreux autres auteurs. La formule est très souvent normale. La formule est très souvent normale. Bon, la glycémie, elle peut être élevée, mais c'est beaucoup plus une conséquence qu'une cause. Donc, la glycémie peut être élevée elle peut être déséquilibrée justement par l'infection et non l'inverse. Alors,
après ce bilan sanguin, il faut évidemment faire un prélèvement de pus qui est indispensable avant tout traitement. Donc on fera une recherche bactériologique à l'examen direct, en culture éventuellement, et un antibiogramme qui est absolument à faire avant l'entame de toute thérapeutique. Alors le germe le plus souvent en cause, il est retrouvé quasiment dans plus de 3/4 des cas, c'est le Pseudomonas aeruginosa ou pyocyanique. Accessoirement, on peut retrouver staphylocoque doré, Klebsiella, Proteus. Dans à peu près 10% des cas, on notera des champignons. Hein. Et ça, c'était mon collègue tunisien qui devait en parler. Alors, les champignons, il s'agit essentiellement de Aspergillus fumigatus ou Flavus, ou bien du Candida albicans. On en dira quelques mots ensuite, une fois qu'on aura bouclé le chapitre sur l'otite externe nécrosante. Alors, ce fameux bacille pyocyanique, c'est un bacille gram-négatif qui a la réputation d'être extrêmement résistant. Alors, c'est un germe qui peut faire partie, c'est très rare, de la flore bactérienne. Ça profite du conductif externe, mais c'est très rare, hein, on le trouve rarement, mais on peut le retrouver chez des personnes lorsqu'on fait un prélèvement de germes dans le conduit auditif externe. C'est un germe ubiquitaire qui peut se développer n'importe où, en particulier dans les solutions salines, dans les milieux humides, dans l'eau du robinet, dans l'eau des douches. C'est vraiment un germe que l'on peut retrouver partout, et en particulier dans les structures intra-hospitalières. Alors sa voie d'introduction, justement dans ces structures hospitalières, sa voie d'introduction privilégiée, ce sont justement les fruits, les légumes, les fleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la plupart des hôpitaux, il est interdit d'introduire des fruits, des légumes, des fleurs dans les chambres de malades, parce qu'elles peuvent être porteurs de pyocyanique et être à l'origine d'infections nosocomiales. Et on sait qu'une infection nosocomiale au pyocyanique est quelque chose d'extrêmement dangereux et extrêmement difficile à prendre en charge. Le problème sur le pyocyanique, c'est qu'il sécrète des élastases et des collagénases qui induisent déjà que ces patients sont porteurs d'anomalies de la microvascularisation. Donc ce pyocyanique peut induire une vascularite micro-angiopathique avec nécrose des tissus avoisinants. Alors l'autre particularité de ce pyocyanique, c'est qu'il va sécréter des substances neurotoxiques qui vont être à l'origine justement de ces atteintes crâniennes, qui ne sont pas du tout le fait de compression osseuse, mais qui sont le fait de névrites toxiques très souvent définitives. C'est-à-dire que même si cette otite nécrosante est guérie médicalement, les atteintes neurologiques vont persister. Donc ce ne sera pas, la régression des atteintes neurologiques ne sera jamais corrélée à l'évolution favorable. Hein. Donc ces séquelles peuvent être définitives. Alors ce pyocyanique est heureusement sensible au quinolone, hein, dans plus de 80% des cas, mais dans environ 20% des cas, il peut y avoir des résistances. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut d'emblée une biantibiothérapie pour justement prévenir ces résistances et faire que le traitement, vous le verrez, qui sera à base de quinolane, sera efficace. Alors sur le plan histologique, ce tissu de granulation dont on a parlé, qui est très important et qui va vous mettre sur la piste de l'otite externe nécrosante, il faut absolument le prélever parce qu'il ne faut pas passer à côté d'une pathologie tumorale, en particulier un carcinome épidermoïde du conduit, quoique les commémoratifs, l'histoire clinique sera différente. Passer à côté d'une otite tuberculose ou d'une granulomatose de Wegener, mais enfin ce sont des tableaux cliniques complètement à part qui ne posent généralement pas de problème diagnostique avec une otite externe maligne qui évolue quand même sur quelques semaines. Alors donc devant ce patient qui présente une otite externe, qui traîne depuis 3 semaines, qui ne veut pas guérir malgré les traitements antibiotiques, malgré les gouttes qu'on donne,
malgré les antalgiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut évidemment commencer par faire une imagerie. Et l'imagerie de référence, c'est le scanner. Ce scanner, qui, avec fenêtre osseuse et parenchymateuse, on coupe axiale et coronale, va être demandé en première intention, mais malheureusement, c'est un examen qui ne sera pas contributif dans plus de 30% des cas, en raison justement de la nécrose osseuse qui est au départ limitée. Vous savez que le scanner ne va montrer des signes radiologiques qu'au-delà de 30% de destruction osseuse. Et ces 30% de destruction osseuse sont atteints généralement au bout de 5 à 6 semaines. Donc au départ, vous pouvez avoir un scanner tout à fait normal. Par contre, si ce scanner est demandé au-delà d'un mois et demi, vous verrez des destructions osseuses caractéristiques. Alors dans ces cas-là, quand on trouve des destructions osseuses, elles seront limitées à l'os tympanal, à l'articulation temporomandibulaire, à la mastoïde. À un degré de plus, cette extension va s'étendre vers la base du crâne, vers le clivus, vers l'occiput, vers la fosse pseudo-maxillaire, vers la région parapharyngée, système nerveux, etc. Donc voici un petit peu les images que l'on peut trouver ici. Donc vous voyez un comblement du conduit auditif externe, là on voit parfaitement sur ces deux coupes, et une destruction du toit du conduit, là où il y a la flèche. Et là évidemment c'est une occipite externe qui est déjà relativement évoluée. Donc vous voyez ici donc cet aspect de comblement, là aussi c'est un comblement à la fois du conduit et de l'oreille moyenne, avec un aspect déchiqueté des parois du conduit auditif externe, qui est une image qui est très évocatrice d'une otite externe nécrosante. Toujours, alors là c'est une extension déjà vers les espaces parapharyngés. Vous voyez là, sur la coupe de gauche, un refoulement de la paroi parapharyngée, et sur la coupe de droite, une infiltration de toute la région de l'espace parapharyngé jusqu'à la pointe du rocher. Là aussi, c'est une autre image qui vous montre. Ici, alors, c'est un comblement de toute l'oreille moyenne avec une fistule labyrinthique que vous voyez là où il y a la flèche, qui est relativement importante. C'est dans ces cas-là que vous verrez un patient porteur d'une otite externe nécrosante avec des vertiges. Et souvent une surdité importante. Alors, sur le plan de l'IRM, elle sera faite en pondération T1, T2 avec injection de gadolinium. Elle n'a pas un gros intérêt sur le plan des destructions osseuses, mais elle aura un intérêt surtout dans l'extension au tissu mou, méninge, système nerveux, apex pétreux. Et elle sera dans ces cas complémentaire au scanner. Donc voici quelques images d'IRM. Vous voyez ici sur là c'est une otite externe gauche. Vous voyez là l'infiltration de toute la région temporale, parotidienne. Là, c'est l'infiltration de la région parapharyngée. Alors, on se retrouve parfois dans la situation suivante. Vous avez une forte suspicion d'otite externe nécrosante parce que c'est un patient de 70 ans qui est diabétique, qui a mal à l'oreille depuis plus de 4 ou 5 semaines, qui est fatigué, qui commence à avoir un retentissement sur l'état général, et pour lequel l'imagerie n'est pas contributive. C'est-à-dire que l'IRM n'est pas très net, le scanner ne montre pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas-là, il faut quand même avancer pour avoir un diagnostic. Alors, c'est l'objet de la scintigraphie au technétium 99. Alors, c'est une imagerie d'injection, d'émission par injection d'un vecteur. Alors, on injecte du biphosphonate, qui est un produit qui a un tropisme électif pour les ostéoblastes, couplé à un marqueur radioactif, le technétium 99. Alors, ce biphosphonate va donc se fixer partout où il y a de la nécrose osseuse, parce que quand il y a de la nécrose osseuse, il y a une ostéoblastose, et donc ce produit va se fixer sur les ostéoblastes et va vous donner une image à la scintigraphie, que vous voyez ici juste à côté. Vous voyez donc, sur l'image de la coupe, l'image de droite, vous voyez une fixation importante au niveau de
la région auriculaire. Alors c'est une exploration qui est très sensible parce qu'il suffit qu'il y ait 10% de destruction osseuse pour que la scintigraphie au technétium 99 soit parlante. D'ailleurs, c'est un examen qui est privilégié par de nombreux auteurs et qui en font d'ailleurs un marqueur spécifique et important dans le diagnostic d'otite externe maligne. Mais malheureusement, pour de nombreux auteurs, il n'est pas spécifique parce qu'on peut le retrouver dans des tumeurs, dans des inflammations. Donc, ce n'est pas un examen sur lequel on peut reposer le diagnostic de certitude d'otite externe nécrosante. Et puis, c'est un examen qui ne donne aucune résolution spatiale. Vous voyez donc une hyperfixation au niveau de la partie latérale du crâne, mais vous ne savez pas exactement où se situe cette hyperfixation, si c'est dans le rocher, si c'est dans la région parotidienne, etc., etc. Donc c'est quand même un examen qui est relativement fiable, tout en n'étant pas complètement fiable. Ce qui n'est pas le cas de la scintigraphie au gallium-67. Alors le gallium-67, c'est un radioisotope qui a la particularité de se fixer sur la transférine et la lactoferrine. Alors ce sont des protéines qui diffusent très largement dans les foyers infectieux. C'est-à-dire là où il y a une infection avec de la nécrose, il y a un afflux de transférine et de lactoferrine. Donc le gallium va se fixer sur ces protéines et va donc apparaître en hypersignal quand on fera passer un compteur dessus. Alors cet examen ne se conçoit qu'après avoir fait une scintigraphie au technétium 99. C'est-à-dire qu'on fera scinti au technétium 99 et 48 heures après, on fera une scintigraphie au gallium. Alors, comment interpréter les résultats? L'infection est retenue si ces deux techniques sont de même localisation, c'est-à-dire qu'on voit la fixation au même endroit et qu'elle est très augmentée dans la scintigraphie au gallium. Donc là, vous êtes pratiquement, quasiment certain qu'il s'agit d'une infection de cette région. Et c'est d'ailleurs une exploration qui est privilégiée par beaucoup d'auteurs pour le diagnostic positif d'otite externe nécrosante et pour être retenue comme critère de l'arrêt du traitement. C'est-à-dire qu'une scintigraphie au gallium qui se normalise devrait vouloir dire guérison de cette otite externe nécrosante. Alors l'inconvénient de cette scintigraphie au gallium, c'est que c'est quand même un examen relativement irradiant. Et donc, beaucoup d'écoles évitent de le faire. Hein. Nous, dans notre expérience, nous le faisons régulièrement avec beaucoup de réussite et sans de gros inconvénients. Donc, vous voyez ici les images au technétium 99 à droite et technétium 99 plus gallium à gauche. Vous voyez donc la fixation qui est beaucoup plus importante à gauche, qui vous donne quasiment le diagnostic de certitude d'otite externe nécrosante. Donc cet examen est un examen qui est sensible pour détecter un processus infectieux et qui est utile pour le suivi d'évolution de l'infection. Donc le couple scinti-technetium plus scinti-gallium serait excellent pour le diagnostic, le suivi et l'arrêt de l'antibiothérapie. Alors, il y a d'autres examens qui sont un petit peu plus compliqués, en particulier la scintigraphie aux leucocytes marqués, à l'hématopaxiline, couplée au technétium 99, mais c'est assez compliqué, hein, parce qu'il faut prélever les leucocytes du patient, les marquer, et puis ensuite les réinjecter et étudier leur fixation au niveau du foyer infectieux. Mais ce n'est pas un examen de pratique courante, mais certaines écoles le font avec beaucoup de réussite et beaucoup de résultats. Alors, le PET scan, je crois que ça va devenir, dans les années à venir, le gold standard, hein, parce que c'est vraiment un examen qui pourrait peut-être apporter la réponse à toutes nos questions. Alors, le PET scan, d'abord, c'est le couplage de deux explorations, c'est la tomographie par émission de positons et le scanner. Donc, ça va vous donner à la fois une exploration anatomique et une exploration fonctionnelle.
Alors, comment ça se passe? On injecte un traceur, le 18-fluorodéshydrogénase, qui se fixe partout où les tissus consomment du glucose. Donc, il va se fixer en particulier au niveau du myocarde, au niveau des reins, etc. Et cette image va se superposer avec le scanner. Donc, vous aurez le diagnostic de l'infection et le diagnostic topographique de l'atteinte. Vous avez, sur le PET scan, vous avez l'infection et le site de l'infection. Donc, c'est vraiment spécifique et sensible. Donc, ça va être probablement dans les années à venir, quand le PET scan va rentrer va devenir d'usage courant, ça va peut-être être le gold standard dans le diagnostic de l'otite externe maligne, et également dans le suivi, parce que c'est peut-être cet examen qui va vous permettre de décider de la fin du traitement, parce que justement, un des gros problèmes de cette pathologie, c'est savoir quand arrêter le traitement, parce qu'on ne sait jamais quand on peut arrêter, quand le patient est guéri. C'est d'ailleurs un examen qui tend à supplanter la scintigraphie. Donc, vous voyez donc, voilà, vous avez donc le scanner à gauche, avec une atteinte importante de l'oreille moyenne, avec une destruction quasi totale de tout le rocher. Et voici le PET scan, vous voyez. Donc, il s'agit d'une infection parce que c'est un endroit qui consomme beaucoup d'oxygène et donc c'est probablement une infection bactérienne. Évidemment, cet examen sera à interpréter en fonction du contexte clinique. Il faut qu'il s'agisse d'un patient autoréique, otalgique, etc. etc. Il ne faudra pas se contenter du PET scan pour affirmer le diagnostic. C'est un examen, comme l'indique son nom, complémentaire. Voici d'autres images de PET scan. Voilà, là aussi, vous voyez, c'est vraiment d'une précision millimétrique. Vous voyez exactement le site de l'infection. Vous voyez en haut le scanner sans injection de fluor, et en dessous le scanner après injection de fluor. Vous voyez qu'il s'agit réellement d'une infection de cette région. Donc, c'est vraiment un examen à la fois sensible et, je dirais, entre guillemets, spécifique. Donc, une fois qu'on a fait tous ces examens, si on a la chance d'avoir fait un PET scan, on est quasiment certain qu'il s'agit d'une otite externe maligne et nécrosante. Il faudra donc surveiller ce patient et sinon, il va évoluer. Il va évoluer. Comment il va évoluer? Il se fera évidemment naturellement vers une gangrène du temporal qui va débuter par le tympanal. D'ailleurs, l'otite externe nécrosante, c'est un petit peu l'équivalent de la gangrène du diabétique. C'est de la nécrose extensive qui ne s'arrête pas. Ça va de plus en plus loin. Donc ça va envahir les autres structures de l'os temporal, l'écaille, mais beaucoup plus grave, le rocher, et puis ensuite les régions avoisinantes, la paroi latérale du sinus caverneux, la région du nerf optique, etc. Avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Vers l'avant, ça va être une atteinte de l'articulation temporomandibulaire avec tout le cortège de symptômes tels que trismus, la douleur à la mastication, atteinte de la parotide avec parfois paralysie faciale. Vers l'arrière, c'est l'extension de proche en proche vers la mastoïde, le nerf facial, le sinus latéral avec éventuellement une thrombophlébite et un syndrome septicémique, thrombose du sinus latéral, et en dedans vers l'apex pétreux et la base du crâne. D'ailleurs, on se demande si tout ce qu'on avait coutume d'appeler dans les années 70-80 les pétrosites, on se demande si ce n'était pas en fait des otites externes malignes. Donc en dedans, apex pétreux, base du crâne, pétrosite, thrombose du sinus caverneux avec toute la gravité que ce terme suppose. Et enfin, atteinte des nerfs crâniens qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont généralement définitives, non pas par compression osseuse, mais par justement atteinte toxique des axones. Et ce sont des atteintes qui sont très souvent définitives. Évidemment, à un degré de plus, abcès du cerveau, méningite, etc., etc. Cellulite cervicale, tout ce qui s'ensuit. Alors, quels sont les critères diagnostiques de ces otites externes nécrosantes? Ils ont été établis par Levenson en 1991, repris par Cérus
en 98. Otite externe réfractaire, donc qui ne répond pas au traitement local habituel. Otalgie sévère, exsudat purulent, très important, tissu de granulation sur le plancher du conduit et non dans l'oreille moyenne, c'est vraiment sur le plancher du conduit, à la jonction os-cartilage, germe pyocéanique à la bactério, terrain, même s'ils ne sont pas tous diabétiques, mais il surviendra avec plus de fréquence chez les diabétiques ou immunodéprimés. Également, fixation pétreuse à la scintille osseuse, que ce soit au technetium ou au gallium. Alors, la classification selon Levenson, au stade 1, c'est ce qu'on appelle la phase de pré-otite nécrosante. C'est un petit peu l'otite externe qui traîne de quelques 3 à 4 semaines. Les critères suivants sont présents pour le diagnostic. Au stade 2, c'est une otite externe limitée, mais avec une positivité à la scintigraphie et au technetium 99 et au gallium 67. Au stade 3, c'est ce qu'il a appelé l'otite externe nécrosante centrale, c'est le stade 2, avec extension soit vers la parotide, soit vers la base du crâne, soit vers la mastoïde, etc., etc. Alors, avec quoi ne faut-il pas confondre l'otite externe maligne? D'abord, une otite externe simple. Elle débute à peu près de la même façon, mais l'otite externe simple évolue très rapidement, favorablement. Ça disparaît en quelques jours de traitement, avec ou sans traitement. L'otite tuberculeuse. Bon, c'est vrai que ça peut simuler le tableau d'une otite externe maligne, mais il y a toute une histoire clinique, des antécédents, un examen otoscopique qui est totalement différent. En cas de doute, IDR, bactériologie, culture, histologie, s'il y a du tissu de granulation qui va vous montrer un tissu tuberculeux. La granulomatose de Wegener peut également se présenter cliniquement, du moins l'examen, comme ayant le même aspect qu'une otite externe nécrosante, mais l'histoire clinique et l'examen histologique va lever tout équivoque et va donc permettre de redresser le diagnostic. L'histiocytose X, qui est également une maladie du rocher, généralement de la mastoïde et du rocher. Là aussi, les images radiologiques sont très évocatrices d'une histiocytose. Et en cas de doute, l'examen ANAPAD va permettre de redresser le diagnostic. Et puis le cancer d'oreille, bien sûr, là aussi, c'est une pathologie qui est tout à fait reconnaissable par d'abord la lenteur de l'évolution, l'aspect clinique, et en cas de doute, l'examen ANAPAD va permettre d'en faire la preuve. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic d'otite externe nécrosante, une fois qu'on a réuni tous les arguments cliniques, paracliniques, scintigraphie, éventuellement PET scan si on a le PET scan, bactériologie, pyocéanique ou un autre germe, il faudra donc entamer la thérapeutique. Alors, le traitement de l'otite externe nécrosante, c'était une maladie qui était mortelle dans les années 70. La mortalité était de plus de 50%. C'était un diagnostic qui était fatal dans un cas sur 2. Fort heureusement, depuis les années 2000, avec l'apparition de nouvelles molécules, en particulier les quinolones, le pronostic s'est considérablement amélioré, si bien que la mortalité est tombée aux alentours de 3%, ce qui reste quand même relativement élevé. Alors, le traitement va reposer, on l'avait dit, au chapitre de bactériologie, en raison de la résistance possible, l'apparition de résistance aux pyocéaniques. Le traitement va faire appel d'emblée à une bi-antibiothérapie antipyocéanique parentérale. Probabiliste la bonne pénétration osseuse qui sera réadaptée secondairement en fonction des données de l'antibiogramme, mais généralement, ce traitement va être poursuivi sous cette forme. Alors, quelles sont les molécules les plus actives, justement, pour ce pyocéanique? Ce sont les céphalosporines de 3e génération, en particulier la ceftazidime, qui est commercialisée sous le nom de Fortum, à raison de 3 à 6 grammes par jour. Et les quinolones,
ciprofloxacine, alors commercialisée sous le nom d'Oflocet ou de Ciprolon, à raison de 1,5 à 2 grammes par jour. Ce qu'il y a, c'est que cette biantibiothérapie intraveineuse n'est pas codifiée. On ne sait pas combien de temps il faudra la poursuivre. Mais ce qui est certain, c'est qu'au minimum 3 semaines. Alors il faudra au moins 3 semaines d'antibiothérapie intensive par voie intraveineuse et un relais ensuite par voie orale si l'évolution est favorable, qui sera poursuivi. Là aussi, on ne sait pas exactement pendant combien de temps, mais ça ne saurait être inférieur à 6 semaines. Ça peut être de 6 semaines à 3 mois, par voire plus de 3 mois. Alors l'équinolone, ce sont des antibiotiques à large spectre qui sont très actifs sur le Pseudomonas. Alors la particularité de ces quinolones, c'est qu'elles ont une concentration plasmatique et osseuse très importante qui font donc qu'elles sont très actives justement dans les foyers osseux. Alors c'est malheureusement des antibiotiques qui peuvent être toxiques pour la fonction rénale qu'il faudra absolument surveiller en cours de traitement pour éviter de tomber dans un autre problème. Ce sont des antibiotiques qui sont contre-indiqués en cas de grossesse ou d'allaitement, en cas d'hypersensibilité, qu'on utilise très peu chez l'enfant, et puis en cas d'antécédent de tendinopathie, parce que justement, une des caractéristiques de ces antibiotiques, c'est la toxicité pour les muscles et les tendons. Il y a bien sûr quelques effets secondaires, troubles digestifs, tendinites, réactions cutanées, rénales et hépatiques, mais enfin, ça c'est le propre de tous les antibiotiques très actifs. Alors, les céphalosporines de 3e génération, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est le Fortum, c'est également un antibiotique à large spectre, actif sur le Pseudomonas et le streptocoque. C'est également un antibiotique qui a une excellente diffusion par voie osseuse, ce qui en fait d'ailleurs une des molécules privilégiées dans le traitement de première intention de ces otites externes nécrosantes. Et enfin, vous avez la céphotaxime, qui est plus connu sous le nom de Claforan, qui est également un antibiotique très actif sur le biocéanique, qui sera utilisé à raison de 3 grammes, de 3 à 6 grammes par jour. Les autres antibiotiques, il y en a d'autres. La carboxypénicilline, les aminosides, la gentamicine, l'amicacine, la tobramycine, qui est également intéressante à utiliser dans certaines situations, et la carbapénem, l'imipem ou le thiénam, qu'on appelle également le thiénam. Alors, dans les cas d'atteinte liée aux champignons, on utilise préférentiellement l'amphotéricine B, qui est active à la fois sur l'aspergillus, que ce soit fumigatus ou flavus, ou sur le candida. Mais dans certains cas, on peut utiliser du variconazole ou de la capsofugine aux posologies indiquées sur cette diapo. Alors, quelle est la place de la chirurgie dans l'otite externe maligne? Dans les années 70-80, il nous arrivait d'intervenir et on s'est constamment cassé la figure parce que l'évolution était catastrophique. Donc, elle n'a absolument aucune place dans la prise en charge d'une otite externe maligne. Sa seule indication, c'est le débridement, les nécrectomies lorsqu'il y a une fistule avec de la nécrose osseuse, donc on enlève l'os nécrosé, ou bien pour des biopsies profondes parce que le prélèvement de germes n'a rien donné, parce qu'on cherche un champignon, on ne le trouve pas, et très souvent, c'est le seul moyen de faire la preuve de la mycose dans les otites externes nécrosantes. Il faut vraiment faire un prélèvement très profond pour pouvoir mettre en évidence le champignon avec les filaments, etc. Par contre, les soins locaux ont une place privilégiée. Il faut absolument les faire tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour, pour 2 raisons. D'abord, ça permet de surveiller votre patient parce que en le voyant matin, soir ou tous les jours, vous verrez l'évolution favorable ou défavorable de l'otite externe avec la disparition de l'autoré, des tissus de granulation, etc. Ces soins quotidiens vont également vous permettre de faire des micro-aspirations, de faire des exérèses de tissus de granulation et de mettre en place un calibrage du conduit auditif externe parce que justement ces tissus de granulation génèrent très souvent en post-thérapeutique des sténoses du conduit qui sont toujours très embêtantes à prendre en charge. Donc on fait ces soins locaux, on met en place pratiquement tous les jours des mèches de mérocel qui permettent à la fois
de lutter contre l'infection, de détruire le tissu inflammatoire et de calibrer le conduit sans compter l'effet antalgique de ces médications. Évidemment, il faut traiter le diabète, hein, s'il y a un diabète, parce que si vous ne traitez pas le diabète, c'est le cercle vicieux. Le diabète aggrave l'infection aggrave le diabète, et on n'en sort pas. Donc il faut absolument traiter le diabète, et d'ailleurs, il est recommandé de passer dans ces situations au traitement par l'insuline qui permet justement de bien réguler la glycémie chez ces patients. Alors on a parlé dans certains travaux de l'oxygénothérapie hyperbare qui a été utilisée par quelques auteurs, mais son danger d'abord, avec tous les risques emboligènes que ça comporte, et puis l'absence de résultats intéressants ont fait que cette technique est complètement abandonnée, donc on ne propose plus d'oxygénothérapie hyperbare dans ces maladies. Le critère de fin du traitement, le gros problème, c'est là. Quand c'est qu'il faut arrêter le traitement, quand c'est qu'on considère que le malade est guéri, pour éviter le phénomène de rebond, pour éviter les reprises évolutives, il n'y a aucun critère de fin du traitement. Il n'y a absolument, à l'heure actuelle, aucun moyen de savoir quand il faut arrêter le traitement. Donc c'est un petit peu au cas par cas, c'est au feeling, c'est en fonction d'un faisceau d'arguments qu'on dira ce patient, il va bien, on va arrêter le traitement et puis on va surveiller. Il n'y a pas de durée fixe de traitement. Ce qui est certain, c'est qu'il va de 6 semaines à plusieurs mois. Il va se baser sur des critères cliniques, régression des symptômes et des tissus de granulation, qui est très important. C'est pour ça d'ailleurs que les soins locaux sont vivement recommandés chez ces patients. Et par contre, l'évolution des paralysies nerveuses, là je l'avais dit tout à l'heure, n'est pas du tout à prendre en considération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que si la paralysie faciale n'a pas régressé, si la paralysie oculomotrice n'a pas régressé, ça veut dire que le patient va mal. Pas du tout, hein, parce que, comme on risque de me répéter, l'atteinte neurologique est due à une atteinte neurotoxique et non une atteinte par compression osseuse de voisinage. Alors, sur le plan biologique, là aussi, les avis sont partagés, mais on considère quand même que la régression stable de l'AVS, c'est-à-dire que si l'AVS est normalisée au-delà de 15 jours pendant le traitement, on considère que c'est vraiment un signe très favorable de guérison de cette pathologie. Et d'ailleurs, dans notre service, on considère la normalisation d'AVS comme un élément de surveillance fondamental. Et nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup d'auteurs considèrent également cet indicateur comme un bon indicateur. Et puis c'est un examen qui n'est pas cher du tout, hein. Alors sur le plan radiologique, la TDM n'est pas du tout à prendre en considération parce que les signes radiologiques peuvent persister des mois, voire des années après la guérison du patient. Donc le scanner, il n'est pas utile de le faire en fin du traitement, du moins si on a envie d'en faire un critère d'arrêt du traitement. L'IRM, c'est un petit peu la même chose. Elle est utile pour affirmer l'absence d'évolution plutôt que la guérison. Donc c'est pareil, ce n'est pas un examen déterminant pour juger de la fin du traitement. La scintille au technétium 99. Elle n'a également aucun intérêt pour décider de l'arrêt du traitement parce que la fixation peut persister plusieurs mois après la guérison du patient. Ce n'est pas le cas de la scintille au gallium 67, qui doit être réalisée après les 6 semaines de traitement et qui peut vous permettre de dire si le patient est en bonne voie de guérison. Quand il n'y a plus de fixation au gallium, vous pouvez en faire un indicateur d'arrêt du traitement. Alors, si la fixation au gallium continue et persiste à la fin du traitement, il faudra continuer parce que ça veut dire que l'infection est en train d'évoluer. Donc, il ne faut pas arrêter le traitement quand la fixation au gallium est encore positive. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le plan pratique? Bon, là, je n'ai pas parlé du PET scan, mais effectivement, le PET scan peut être un bon examen qui vous permettra d'affirmer la guérison
et qui vous permettra évidemment d'arrêter le traitement lorsque cet examen sera normalisé. Alors, quelle est la conduite? Je pense que GANO, en 2000, a eu l'attitude la plus logique et la plus efficace, et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé par beaucoup d'écoles, au stade 1, c'est-à-dire quand c'est le stade de pré-otite externe nécrosante, le stade de début, on peut se contenter d'une monothérapie de soins locaux, c'est-à-dire qu'on peut donner de l'oflocète en comprimé pendant 6 semaines avec des soins locaux, calibrage du conduit, ablation des tissus de granulation, etc., etc. Alors au stade 2 et 3, à ce moment-là, il faut absolument hospitaliser le patient, le mettre sous surveillance et instituer une biantibiothérapie antibiotianique d'au moins 6 semaines. Et si les choses vont bien, on prendra le relais par une quinolone péros pendant 1 mois, voire plus, si on considère que la pathologie est encore en train d'évoluer, avec bien entendu des soins locaux, rééquilibrage du diabète, etc. Ce schéma thérapeutique a permis de transformer le pronostic avec une mortalité passée de 50% dans les années 70-80 à moins de 5% actuellement, ce qui reste quand même élevé. 5% de mortalité pour une infection reste quand même un chiffre élevé. Alors on pourra dire que le patient est guéri après 1 an d'évolution favorable. C'est-à-dire que même quand on a arrêté le traitement, même si tous les examens se sont normalisés, il faut rester vigilant, continuer à surveiller le patient et ne considérer qu'il est guéri que lorsqu'on a passé la première année. Parce que les récidives existent, elles sont évaluées à peu près à 15% des cas et nécessitent le même schéma thérapeutique. Alors, quels sont les facteurs de récidive? C'est évidemment le diabète qui favorise les récidives, et surtout quand il est déséquilibré. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette pathologie rapidement? D'abord, l'imagerie diagnostique devra se baser sur le scanner en première intention et l'IRM pour l'extension au tissu mou. La CENTI sera réservée au scanner et IRM négatif. L'antibiothérapie de première génération demeure ceftazidine et ciprofloxacine pour 6 semaines initialement. Donc, au départ, biantibiothérapie. Les otites externes nécrosantes compliquées d'atteinte crânienne devront bénéficier d'un traitement d'emblée prolongé et l'évolution clinique de la lésion crânienne ne devra pas être prise en considération dans l'évaluation du processus de guérison. Répété pour la 3e fois, les atteintes neurologiques vont probablement persister à l'issue de la guérison. Les otites externes nécrosantes mycosiques devront bénéficier d'un traitement d'emblée prolongé à visée anti-pseudo-pyocianique et antimycosique. On pourra en dire quelques mots. L'arrêt du traitement repose sur les données clinico-radiologiques. Le scan n'a pas d'intérêt, tout comme la CENTI au technetium 99. L'IRM demeure utile en affirmant l'absence d'évolution, voire parfois la régression. La CENTI au gallium 67 garde la préférence de certains centres. Le PET scan devrait être, à l'avenir, l'examen idéal pour affirmer l'arrêt du traitement, car disposant de 96% de sensibilité et 91% de spécificité. Donc, je pense que c'est un examen qui va, à l'avenir, nous permettre de décider de l'arrêt du traitement et également de porter le diagnostic d'otite externe nécrosante. Alors, pour les récidives, c'est exactement le même schéma thérapeutique. Alors, en conclusion, la prise en charge d'une otite externe nécrosante est un challenge qui est encore insuffisamment codifié parce qu'il y a très peu de cas dans le monde. Hein. La plupart des séries qui sont rapportées par tous les auteurs ne dépassent pas les 20-30 cas. Donc, c'est un chiffre qui est insuffisant pour porter une évaluation d'un traitement ou d'un résultat. Donc, aucun consensus n'existe actuellement, tant pour le diagnostic que pour le suivi, que pour l'arrêt du traitement. Mais ce qui est certain, c'est que l'avènement des antibiotiques, des nouveaux antibiotiques, en particulier les quinolones, a radicalement changé le pronostic de cette infection, puisque les décès sont passés de 50% dans les années 70-80 à moins de 5% aujourd'hui.
Alors, on rappelle que cette otite externe nécrosante est de plus en plus fréquente. D'abord parce que la population vieillit, parce que le diabète est devenu la maladie du siècle, et surtout parce que le retard diagnostique est toujours d'actualité, parce qu'effectivement, on ne peut pas savoir si une otite externe au début, à la première semaine ou à la deuxième semaine, va devenir maligne ou non. Donc, le diagnostic sera constamment porté en retard. Donc, c'est un élément défavorable. L'imagerie apporte une aide bienvenue aux cliniciens, quoiqu'aucune technique n'est formellement supérieure à l'autre. Le PET scan pourrait être le standard. Arrêter le traitement est difficile. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je pourrais vous donner quelques indications sur les otites externes mycosiques, parce que mon collègue tunisien, malheureusement, n'a pas pu venir. Rapidement, alors si on peut, oui, peut-être 5 minutes pour faire le rappel, voilà, parce qu'après, les autres... on est en retard, là? Un petit peu. Non, on a commencé avec un peu de retard. Mais... D'accord. 5 minutes? Mais si vous voulez, oui. Alors, le problème des otites externes nécrosantes mycosiques, c'est qu'elles surviennent sur un terrain tout à fait particulier. Elles surviennent sur des terrains déficients, en particulier chez les sidéens, par exemple, au décours de chimiothérapie, et chez les malades cancéreux qui sont également sous chimiothérapie. Alors, le tableau clinique est à peu près superposable à celui des otites externes nécrosantes, à la différence près que le prélèvement de germes ne montre généralement pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on retrouvera rarement des champignons au prélèvement microbien. Alors, quels sont les champignons les plus souvent impliqués? Il y a deux familles de champignons, ce sont les Aspergillus, Aspergillus fumigatus et flavus, et les candidats. Alors, la meilleure façon d'en faire la preuve, ce sont généralement des biopsies. Alors, on fait assez régulièrement. Alors, le tableau se présente sous la forme suivante. C'est une otite externe qu'on considère comme maligne et pour laquelle un traitement a été mis en place de type Oflocet et Claforan, par exemple, pendant 15-20 jours, et puis il n'y a aucune évolution, la maladie continue à s'aggraver. À ce moment-là, évidemment, il se passe quelque chose, il faut absolument redresser le diagnostic, et c'est l'indication justement de la chirurgie. On fait une mastoïdectomie, on fait une biopsie osseuse et des prélèvements profonds. Et c'est le seul moyen de détecter les filaments mycéliens spécifiques des Aspergillus ou des candidats. Donc le diagnostic est relativement difficile. Alors pour ce qui est de la prise en charge de ces patients, le traitement est extrêmement long et il faut absolument faire un antifongigramme pour étudier la sensibilité de ce champignon au traitement fungicide ou fungistatique. Et sur le plan de l'imagerie, c'est à peu près les deux tableaux sont superposables. Et sur le plan du pronostic, ce sont des pathologies qui sont extrêmement graves, avec une mortalité qui est beaucoup plus importante, parce que ce sont très souvent des patients qui sont déficients, qui ont des pathologies lourdes, attenantes, et qui supportent assez difficilement le traitement par les fungicides et fungistatiques par voie intraveineuse, qui sont des traitements qui sont très difficiles à supporter. Injecter de la fungizone en intraveineux pendant plusieurs semaines n'est pas toujours facile et n'est pas sans danger. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les otites externes nécrosantes d'origine fungique. J'aurais bien aimé que mon collègue tunisien soit là parce que c'est lui qui a préparé la question. Voilà, si vous avez des petites questions à poser, je peux vous répondre. Merci beaucoup, professeur Djenaoui.